Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Après la polémique autour de la dette cachée, voilà que la thèse des rapports cachés est brandie par le collectif des avocats de l'ancien président Macky Sall. Maître Pierre-Olivier Sur et compagnie parlent de 3 rapports clés, dont un de l'inspection des finances qui aurait été volontairement gardé secret par l'administration Faye. Les détails de leur conférence de presse dans cette édition. Taxe de 1% appliquée sur les factures Sen'Eau. Elle correspond au droit de timbre collecté pour le compte de l'État et entièrement reversé au trésor public. Dans ce journal, les éclairages de Mamardao, président de l'ASCOSEN. Et puis la panique s'empare de plus en plus de Linguère après l'annonce d'un décès dû à la fièvre de la vallée du Rift. Les éleveurs appellent à la vigilance ainsi qu'à une surveillance sanitaire renforcée. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et nouveau rebondissement dans l'histoire de la dette dite cachée du Sénégal face à la presse. Au siège de l'Alliance pour la République, le pool d'avocats de l'ancien président Macky Sall a affirmé que 3 rapports clés, celui de l'inspection des finances, un pré-rapport de la Cour des comptes ainsi qu'un audit du cabinet Mazars seraient volontairement gardés secrets. Maître Pierre-Olivier Sur s'interroge également sur la régularité de la procédure, évoquant un dépôt hors délai du rapport initial ainsi qu'un document de la Cour des comptes signé par une seule chambre et non par l'Assemblée plénière. Voilà donc en substance un petit compte rendu de la conférence de presse du pool d'avocats de l'ancien président Macky Sall, une conférence de presse sur laquelle nous reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Et nous la poursuivons cette édition avec justement cette affaire liée à la dette cachée et cette délégation du Fonds monétaire international reçue aujourd'hui par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, qui a donc ce jeudi 23 octobre reçu une délégation du FMI conduite par Edouard Guémel. Les échanges ont porté sur les contours d'un nouveau programme avec l'institution de Bretton Woods, le cadre macroéconomique du pays et les perspectives économiques à moyen terme. Monsieur Abdourahmane Sarr a saisi cette occasion pour réaffirmer le caractère soutenable de la dette publique au regard des paramètres économiques et financiers et de la politique budgétaire impulsée par les nouvelles autorités depuis avril 2024. Il est également revenu sur les perspectives de croissance qui restent prometteuses avec le plan de redressement économique et social, le PRES, et à travers les fortes attentes portées sur le secteur privé et les réformes sur l'environnement des affaires. Au cours des échanges entre les deux parties, un accent particulier a été mis sur l'amélioration de la qualité des dépenses d'investissement public, la stratégie d'endettement à moyen terme, qui privilégie la monnaie locale et l'importance de notre appartenance à l'UEMOA, notamment qui facilite le refinancement de notre dette. En définitive, le ministre de l'économie a réitéré la ferme volonté du gouvernement à finaliser dans les plus brefs délais un nouveau programme avec le FMI dans un contexte où le Sénégal continue d'honorer tous ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et qui, avec l'accompagnement du FMI, renforcera la confiance après un intermède d'incertitude lié à la soutenabilité de la dette qui n'avait pas été relevée. Voilà donc un communiqué signé le ministre de l'économie et du plan. Voilà, de l'économie, nous passons à la consommation. Vous l'avez certainement remarqué, cette taxe de 1% apposée sur les règlements en espèces de vos factures d'eau, quel que soit le montant, une taxe qui fait office de droit de timbre, collectée pour le compte de l'État et entièrement reversée au trésor public. Mamardao, président de l'ASCOSEN, nous en parle au micro de Pape Djibril Gueye. La nouvelle taxe dont on parle sur les achats de 1% concerne essentiellement les achats qui sont faits en espèces. C'est une taxe qui existait déjà, mais qui était réservée seulement au paiement donc, supérieur ou égaux à 100 000 francs CFA. À ce moment-là, donc, il y avait un timbre donc, de 1%.
Ça veut dire que si vous faites un achat de 10 000 francs, vous avez 100 francs à payer si cet achat est en espèces. Maintenant, si vous payez quand même par transfert d'argent, à ce moment-là, vous ne payerez pas donc, ce timbre de 1%. Allez, nous quittons Dakar, direction Thiès. Après plusieurs sorties et blocages de la circulation des trains, les cheminots retraités de la Régie des chemins de fer ont tenu une assemblée générale à la Bourse du Travail de Thiès pour faire le bilan. Alors, à l'issue de la rencontre avec les autorités, des engagements fermes ont été pris. Le dossier qui concerne le contentieux sera vidé en fin décembre. Ali Sow Diallo est président de l'entente des extemporaires de la Régie des chemins de fer. Il nous en dit plus au micro de Charanta Diop et Latir. Le blocage qu'on avait effectué à la gare pour arrêter les circulations des trains miniers suite à notre mouvement, c'était tout simplement avoir la réponse de l'État, je veux dire au niveau du président de la République et de son premier ministre, qui, on se rappelle, il y a à peine un an, lors des campagnes électorales pour les législatives, le premier ministre était à Thiès pour confirmer son engagement pour régler ce dossier. Il y a un dossier très douloureux pour les anciens. Donc nous avons vu une réponse très efficace. Le 16, on a rencontré le ministre de tutelle sous l'impulsion du président de la République et de son premier ministre pour que ce problème soit vidé. La réunion a été sanctionnée par un PV bien libellé qui se trouve être là devant nous et le PV a été approuvé par le bureau et par l'Assemblée générale. Donc on n'attend que de finir pour de bon avec ce dossier, donc d'ici la fin de l'année, comme prévu dans le PV. Le reste, c'est tout simplement dire quelques remerciements à l'endroit du président de la République et de son premier ministre. Tous deux, ils ont instruit au ministre de tutelle de tout faire pour régler ce problème. Parlons santé à présent avec la psychose qui gagne du terrain à Linguère après l'annonce d'un décès dû à la fièvre de la vallée du Rift. Entre crainte et précaution, les acteurs du secteur de l'élevage appellent à la vigilance ainsi qu'à une surveillance sanitaire renforcée. Notre équipe à Linguère a fait un tour au foirail des petits ruminants. Le reportage est signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Le département de Linguère a enregistré un décès lié à la fièvre de la vallée du Rift. Cette situation a provoqué une véritable psychose. Au forail des petits ruminants de Dara Djolof, l'affluence a nettement diminué. Les éleveurs réagissent. À Dara, les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Tout éleveur qui vient acheter ou vendre des bêtes doit désormais se protéger, notamment en portant un turban pour éviter toute contamination. Les éleveurs possédant des brebis ou des agneaux malades sont particulièrement concernés. Les services vétérinaires recommandent aussi de faire bouillir le lait avant toute consommation. Sedjoula, convaincu de la gravité de la fièvre, a déjà pris ses précautions. Il a réduit le nombre d'animaux qu'il achetait avant la propagation de la maladie. Depuis l'apparition de la maladie, certains éleveurs redoublent de prudence. Ils désinfectent leurs mains après chaque manipulation et appellent leur père à la vigilance. Ousmane Boucher à Dara se veut rassurant. Avant chaque abattage, les animaux sont soigneusement contrôlés par les agents des services vétérinaires. Il appelle toutefois ses collègues à rester vigilants. Plus grand marché hebdomadaire du pays, les bouchers collaborent étroitement avec les vétérinaires. Chaque bête est inspectée avant et après abattage. Seules celles portant le tampon de contrôle sont mises en vente. Sur le terrain, la sensibilisation se poursuit. Les clients s'inquiètent, mais les commerçants assurent que la viande vendue est saine et de bonne qualité. La fièvre de la vallée du Rift est aujourd'hui au cœur des discussions. Les agents de santé misent sur la sensibilisation pour endiguer cette maladie qui a déjà causé 25 décès.
Sensibiliser davantage les femmes pour freiner l'évolution du cancer du sein ainsi que celui de l'utérus. Tel est l'objectif du directeur général de l'hôpital Abass Ndao. Le professeur Demba Diédhiou a porté le plaidoyer lors de la célébration d'Octobre Rose organisée par les femmes de son hôpital. Pour Dr Diédhiou, eh bien, le dépistage doit se faire le plus tôt possible. Il a également encourager la prise de vaccins chez les filles âgées de 9 ans. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fall. Le message est plutôt un message envers la prévention. À l'encontre de nos sœurs de 9 ans jusqu'à 17 ans, 18 ans, le cancer du col est un cancer évitable à travers une vaccination qui est gratuite. En somme, se vacciner contre le papillomavirus vous évite, quelle que soit l'année, quel que soit l'âge, le cancer du col de l'utérus. Le deuxième palier, c'est le cancer du sein. Et par rapport au cancer du sein, la seule chose qu'on demande à nos sœurs, à nos mamans, ce sont des attitudes de bienveillance. Et les attitudes de bienveillance, c'est à chaque matin, à chaque période. Dès que vous levez le matin, c'est de palper vos seins, à la recherche de quelque chose d'inhabituel, à la recherche de quelque chose qui n'était pas là, à la recherche de quelque chose qui pourrait vous inquiéter. Et dès l'instant que la chose, que ça soit un nodule, que ça soit une douleur, que ça soit quelque chose d'inhabituel, le premier chemin, ça va être le chemin de l'hôpital. Parce que plus tôt vous arriverez à l'hôpital, mieux la détection sera précoce et mieux la guérison sera garantie. Pour la promotion et la valorisation de la filière peau et cuir, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rassemblé les parties prenantes. Objectif, une séance d'information afin de booster la filière et diminuer l'importation de cuir au Sénégal. Seydina Aboubakar Sadir Ndiaye, secrétaire général du ministère du Commerce, revient ici sur l'importance de cette filière dans l'agenda 2050. Il nous en dit plus au micro de Fatou Bintou Konté. Passer au peigne fin, l'ensemble des contraintes. Parmi les contraintes, il y a la qualité de la peau. Pour avoir une peau, une matière première de bonne qualité, il faut partir depuis l'élevage. L'aliment bataille impacte sur la peau. Les méthodes utilisées dans les abattoirs sont extrêmement importantes parce que l'animal peut venir être, en tout cas maltraité au point que on perd la matière première. Dans le traitement aussi, nous utilisons très souvent des méthodes artisanales dans la valorisation. Aujourd'hui, il faut développer des unités de tannerie modernes. Donc il faut intégrer les nouvelles technologies. Aujourd'hui au Sénégal, nous avons un volume de cheptel extrêmement important, de bovins, de caprins, mais les peaux sont exportées brutes dans le monde. Et nous importons, pour notre cordonnier local, nous importons les peaux du Maroc, de la Tunisie et d'autres pays. Alors que nous avons la potentialité et puis les compétences pour pouvoir les transformer. C'est ce que nous voulons. Nous voulons transformer les peaux. Et c'est une bonne transition pour nous intéresser à toutes ces mains qui manipulent le cuir sous une chaleur étouffante. Ils martèlent, découpent et cousent avec passion. Eux, ce sont les cordonniers, véritables artistes du cuir qui façonnent des chaussures d'été à la mode. Mais derrière ce savoir-faire, une réalité beaucoup plus dure. La matière première, le cuir, se fait de plus en plus rare en plus d'être hors de prix. Le reportage est signé à Faye. Sous un soleil de plomb, ils transpirent dans leurs petits ateliers. Les mains noircies par le cuir, ces cordonniers redoublent d'efforts pour créer des chaussures tendance d'été. Mais derrière leur passion, une inquiétude grandit. Le cuir, leur principale matière, devient rare et surtout trop cher. Le cuir de bonne qualité est difficile à trouver. La partie la moins chère de ces cuirs provient d'Europe. Au Sénégal, nous ne disposons pas que des restes. Et ce que nous livrons est de qualité inférieure. Le kilogramme de cuir est très cher, ce qui nous empêche de produire autant de chaussures que nous le souhaiterions. Le client ne comprend pas toujours cela. S'il voit le prix final, il le jugera souvent trop élevé. Ils lancent un cri d'alerte aux autorités espérant une solution pour sauver leur activité.
Nos concurrents sont plus forts que nous. De plus, ce sont eux qui nous vendent les matières premières, puis ils reviennent au pays pour vendre leurs chaussures, comme nous le faisons. L'État devrait maintenant augmenter leurs taxes afin de nous permettre de mieux écouler nos marchandises. Le métier de cordonnier, autrefois florissant, fait face aujourd'hui à d'énormes difficultés. Certains pensent même qu'il est voué à disparaître, mais ces artisans refusent de baisser les bras. Ce n'est que ce qu'ils disent, mais sachez que nous aimons notre travail et que nous en tirons souvent de bons revenus. Il est vrai que trouver de la clientèle peut parfois être difficile, mais c'est ainsi. Ce qui nous fatigue le plus actuellement, c'est d'obtenir la matière première de qualité que nous désirons. Pendant ce temps, le gouvernement annonce vouloir relancer la filière cuir et peau, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les artisans, eux, continuent de pleurer la cherté des matériaux de travail. Sous l'impulsion du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, les autorités accélèrent la lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue. La direction de la promotion des droits et de la protection des enfants a réuni ce matin la justice, la société civile ainsi que d'autres acteurs pour élaborer ensemble une stratégie d'urgence de riposte. Ce document opérationnel sera soumis au président Diomaye Faye pour validation et cela avant la fin du mois d'octobre. Je vous propose d'écouter tout de suite Madame Fatou Bagay. Elle est directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants ainsi que Monsieur Oumar Ndiaye, représentant de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale au ministère de la Justice, et ils s'expriment tous les deux au micro de Al-Hassan Ba. Dans un premier temps, nous avons convoqué toutes les parties prenantes, à savoir les ministères sectoriels, la société civile, les PTF, et pour qu'on puisse réfléchir ensemble comment faire pour élaborer une stratégie d'urgence afin de pouvoir retirer les enfants définitivement de la rue, en attendant qu'on puisse travailler sur les assises nationales sur le phénomène des enfants en situation de rue. Au niveau de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, nous sommes convaincus que l'approche la meilleure, c'est celle qui a été adoptée par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités, à savoir une approche de co-construction, une approche inclusive avec toutes les parties prenantes, à savoir les sectoriels des différents ministères impliqués dans la protection de l'enfance, mais aussi la société civile, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers, les enfants, mais aussi les communautés. Je pense que cette approche est une bonne approche qui nous permettra, au terme des travaux, d'avoir en tout cas une stratégie très appropriée à la situation actuelle des enfants de la rue au Sénégal. Lutte contre la déperdition scolaire et la préservation de la cohésion sociale, la direction des affaires religieuses organise un atelier national à Saly avec la participation de tous les acteurs religieux. L'État du Sénégal dit avoir besoin de recueillir leurs avis pour s'en servir dans le cadre d'une bonne gouvernance. Moustapha Mambagirassi, ministre de l'Éducation nationale, a présidé la cérémonie. Nous l'écoutons tout de suite au micro de Naïm Matidjan. De mettre en avant la religion, de mettre en avant les traditions pour discuter. Le dialogue interreligieux est un des piliers, un des aspects donc à voir, mais aussi un autre aspect, c'est comment la religion peut justement agir sur le comportement et sur la formation de l'esprit civique. Vous savez que les valeurs constituent une matière extrêmement importante pour l'accompagnement et pour la prospérité d'une nation. Aucune nation ne s'est réalisée justement sans cet esprit fort civique, sans ces valeurs fortes. Pour les religieux, il s'agit au-delà donc du mental, du physique, il y a ce qu'ils appellent donc le terbier aussi, c'est-à-dire l'action sur l'âme qui devient extrêmement importante, et cette contribution va renforcer cette éducation donc au civisme qui est très chère au chef de l'État. L'implication et la contribution donc des acteurs va être une contribution extrêmement précieuse.
Près de 100 maires, directeurs d'ONG et chefs d'entreprise ont pris part, autant pour moi, de la délégation sénégalaise au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui se tient à Bordeaux du 29 au 31 octobre. Reste à Dakar pour refus de visa. Ceci a provoqué la colère du coordinateur de la plateforme des acteurs non étatiques, El Hadj Malick Diop, qui a été l'invité de Chérif Dia. Nous l'écoutons. Nous sommes au regret de constater un rejet systématique des visas, des demandes de visa que la délégation sénégalaise a déposées pour se rendre à Bordeaux, qui doit abriter la 7e édition du Forum mondial de l'économie sociale après Dakar. Et il y a des refus qui sont incompréhensibles parce que ça concerne des adjoints au maire, des directeurs d'ONG, des chefs d'entreprise qui ont déjà eu à avoir des visas antérieurs et qui devaient faire un renouvellement. Et on a vu que ces renouvellements même ont été systématiquement rejetés. Et d'autres qui sont là, il y a une soixantaine de demandes qui sont en souffrance au niveau du consulat, et que ceux qui sortent maintenant vont aussi dans ce sens de rejet automatique. Et malgré que toutes ces demandes, toutes ces personnes ont rempli tous les critères d'obtention en termes de crédibilité, en termes de dossiers qui ont été fournis, en termes de justification, mais on voit que ces demandes sont rejetées. Et on est après une délégation de près de 100 qui risque aujourd'hui de ne pas participer au forum et qui va impacter sur la qualité de la participation sénégalaise et même. Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire se tient, je rappelle, à Bordeaux du 29 au 31 octobre prochain. Dernier jour de campagne pour le rallye présidentiel en Côte d'Ivoire. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille de 5 pour un fauteuil. Dans cette dernière ligne droite, la mobilisation et l'animation de campagne ne suffiraient certainement pas à clarifier le jeu, tant les stratégies de campagne et surtout les moyens mobilisés ne sont pas les mêmes d'un candidat à un autre. Envoyé spécial à Abidjan, Abdoulaye Cissé. Akwaba, nous sommes ici sur le pont Alassane Ouattara. Akwaba, ce terme générique qui veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire, mais surtout Akwaba dans les quartiers généraux des candidats pour souhaiter bienvenue aux militantes et militants, aux sympathisantes et sympathisants des candidats pour s'approprier ces espaces. 5 candidats pour un fauteuil, le président sortant, même tambour battant sa campagne. De très longues files de bus accompagnent Alassane Ouattara, qui contraste avec la campagne des autres candidats, plus que quelques jours seulement pour aller à l'assaut du suffrage des Ivoiriens. Le décor d'Abidjan est un kaléidoscope, alliage de couleurs et de mots pour faire afficher slogan de campagne. Le slogan de campagne entre effet de style et argumentation, on ne peut aucunement rater les affiches imposantes du candidat président Alassane Ouattara qui promet, je cite, « bâtir une grande Côte d'Ivoire stable, solidaire et ambitieuse ». La réplique de Simone Eivé Gbagbo est une initiative inclusive, je cite, « construisons une nouvelle nation ». L'ancien ministre proche de Laurent Gbagbo et surtout homme d'affaires prospère, Jean-Louis Billon, trust avec les thèses identitaires, je cite son slogan, « Le changement est possible, l'Ivoirien d'abord ». L'autre candidate indépendante, Henriette Lagou-Adjoua, déjà candidate à l'élection de 2015, se distingue par plusieurs messages, dont celui appelant à une Côte d'Ivoire rassemblée, solide et tournée vers l'avenir. Et dernier candidat, pas des moindres, le technocrate indépendant aussi, Aoua Donmelo, a des thèmes plutôt centrés sur l'économie qu'il prône une vision d'une Côte d'Ivoire indépendante et autosuffisante sur les plans économiques, politiques et sécuritaires. Tout un programme pour les 5 candidats qui se disputent le fauteuil. À Abidjan, on vote le samedi, dimanche, c'est jour du Seigneur. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire très intimement liés
par l'histoire, mais aussi par les peuples. Abidjan abrite une forte communauté sénégalaise. L'autorité sénégalaise sur place a quand même passé un message à sa communauté pour se tenir à l'écart de toute activité politique ivoirienne qui ne les concerne pas et rester discret en cette période électorale. Le consul général du Sénégal à Abidjan, Mansour Ciss, que nous écoutons toujours au micro de notre envoyé spécial Abdoulaye Cissé. La communauté sénégalaise se porte très bien. Il y a une appréciation très positive de la part de la population ivoirienne. Donc, dans l'ensemble, tout se passe bien. Les Sénégalais vaquent à leurs occupations. Ils sont souvent dans le domaine de l'artisanat, du commerce, etc., etc. Mais quand même, dans l'ensemble, ils n'ont aucun problème avec la population ivoirienne. Évidemment, Monsieur le Consul général, vous le savez, nous sommes ici à Abidjan, nous-mêmes, dans le cadre d'une mission pour la couverture de l'élection présidentielle de samedi prochain. Est-ce que vous avez un message en l'endroit de la communauté sénégalaise et quel serait-il ce message? Il y a 2 semaines, on a fait un communiqué dans lequel on a informé les Sénégalais d'abord de la tenue des élections avant de leur faire des recommandations allant surtout dans le sens de limiter les déplacements. Et quand c'est nécessaire de sortir, vraiment de se munir de ces papiers, surtout la carte d'identité, le passeport et la carte consulaire, mais aussi vraiment d'éviter les rassemblements politiques et revendicatifs. Donc, en gros, c'est le message qu'on leur a donné. Et maintenant, s'il y a des soucis, de se rapprocher rapidement du consulat pour qu'on puisse prendre les mesures nécessaires. Et puis hors du Sénégal, l'inauguration de la maison dédiée à Serigne Touba à Lyon, une grande victoire pour le mouridisme. C'est là la déclaration de Serigne Mamor Mbacké ibn Serigne Mourtada Mbacké qui estime qu'il s'agit là d'une belle revanche du fondateur du mouridisme sur l'histoire, Pape Faraning. Une bâtisse imposante dans un endroit très prisé à Lyon. C'est là où se trouve la maison dédiée à Serigne Touba, une maison plus que symbolique vu les relations entre le Saint-Homme et la France. Ce n'est vraiment pas facile d'obtenir une maison en France et ce que vous avez accompli est tout simplement exceptionnel. Nous savons tous qu'ici, il est particulièrement difficile de disposer d'un lieu dédié à l'islam. Nous avons des maisons similaires en Amérique dans un contexte plus développé. Mais ici, relever un tel défi est un vrai exploit. Je tiens donc à saluer votre dévouement. Cette maison de l'islam a été acquise grâce à une organisation méthodique des talibés de Lyon. Depuis la création de notre daïra, toutes les autres confréries sont régulièrement invitées et participent activement à la bonne marche de cette maison de l'islam. Cette maison est le fruit de nombreuses années de travail, de persévérance et d'engagement collectif, exactement comme le pratiquait votre vénéré père Serigne Mourtada Mbacké. L'islam, c'est avant tout adorer Dieu, mais c'est aussi accomplir de bonnes actions envers les êtres humains. Ce qui importe de plus, c'est de faire connaître le vrai Dieu aux croyants et de leur transmettre une bonne éducation, comme le faisait Serigne Touba. Cette diplomatie culturelle et religieuse joue un rôle important pour la diaspora. Vous êtes un véritable ambassadeur du Sénégal dans le monde. Être ambassadeur ne se limite pas à occuper un poste officiel dans une ambassade. Vous êtes accrédité partout grâce à votre contribution exceptionnelle. Vous pratiquez une diplomatie culturelle d'une grande importance et pour cela, vous méritez toute notre admiration. Après l'inauguration de cette maison, Serigne Mamor Mbacké a délivré des messages forts à l'endroit des Sénégalais de France avant de rallier Paris pour une étape de 5 jours.
Il était le principal challenger de Paul Biya à la dernière présidentielle du Cameroun et continue de contester les chiffres de la Commission nationale de recensement des votes. Issa Chiroma Bakari a mis fin au long compagnonnage avec le pouvoir de Biya à 70 ans. Eh bien, ces élections sont éventuellement la dernière grande bataille de cette figure politique de Garoua, au nord du Cameroun. Le point, c'est avec Dissa Prera. Il revendique la victoire lors de la dernière présidentielle au Cameroun et conteste les chiffres de la Commission nationale de recensement des votes qui lui accorde 35% des voix contre 50% pour le président sortant. À 70 ans, le principal challenger de Paul Biya a pourtant fait un long compagnonnage avec celui qui, aujourd'hui, est son principal adversaire. Ingénieur de formation, Issa Chiroma Bakari a débuté sa carrière au sein de la régie des chemins de fer du Cameroun, où il grimpe les échelons pour en devenir le directeur général adjoint. C'est en 1984 qu'il entre en politique et il est aussitôt emprisonné suite à une tentative de coup d'État. Issa Chiroma Bakari fait 6 ans de prison et sera libéré sans procès. Il se rapproche alors petit à petit du pouvoir en place. Cet enfant de Garoua sera successivement député et ministre 2 fois de suite. De 1992 à 1996 au département du transport, de 2009 à 2019 à la communication, mais aussi à la formation professionnelle. Il participera à 3 gouvernements de Paul Biya et ce jusqu'en juin 2025 où il va démissionner et déclarer sa candidature. Une candidature portée par son parti, le Front pour le Salut National du Cameroun. Il profite de la campagne électorale pour dénoncer ce qu'il appelle un pouvoir corrompu et clanique et s'excuse auprès de ceux qu'il critiquait quand il était ministre dans le gouvernement de Paul Biya. Et juste avant de refermer cette édition, le président de l'Assemblée nationale qui appelle les dirigeants du monde à une action humanitaire fondée sur la paix, la justice et la solidarité. El Malick Ndiaye a prononcé ce discours à l'occasion de la 151e Assemblée de l'UIP à Genève en Suisse. Le voici avec au micro de nos confrères du service communication de l'Assemblée nationale. Ces souffrances rappellent que la paix ne peut être ni différée ni fragmentée. Elles nous interpellent sur notre devoir collectif de protéger la vie humaine, d'assurer la proportionnalité dans les hostilités, de préserver les civils et de garantir l'accès humanitaire sans entrave. À travers ces épreuves, c'est la conscience morale de l'humanité qui se trouve interpellée. Celle du respect du droit international humanitaire, pierre angulaire de la dignité humaine en temps de guerre. Le Sénégal, fidèle à son héritage diplomatique, pacifique et humaniste, s'associe pleinement à l'appel en faveur d'un sursaut collectif pour revitaliser l'engagement politique autour des normes humanitaires. Cet appel constitue à la fois un impératif moral est une condition essentielle de stabilité et de justice durable. Les parlements, avant tout, sont la voix des peuples. Ils incarnent la légitimité démocratique, la transparence et la responsabilité. Dans un monde où le multilatéralisme est mis à l'épreuve par les replis nationalistes et les fragmentations géopolitiques, les assemblées parlementaires doivent redevenir des bastions de coopération internationale et des gardiennes éthiques du droit humanitaire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et restez avec nous tout de suite à la seconde partie de Soir d'Info et nous parlons du Mali.